Personnellement, j'ai quitté Twitter il y a environ 1 an pour plusieurs raisons. La première, c'est que je détestais le fait que le contenu qui m'était proposé le soit par des algorithmes, alors que j'avais juste envie de voir les messages des gens que je suivais. La deuxième, c'était que le site baignait en permanence dans une atmosphère toxique. Et enfin, la troisième, c'était que l'arrivée pressentie d'Elon Musk à la tête de l'entreprise promettait de décupler tous ces problèmes. Et force est d'avouer que l'histoire m'a plutôt donné raison. Si vous n'avez pas lu la presse, laissez-moi vous faire un bref résumé. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, l'entreprise a perdu la moitié de ses revenus publicitaires, le fragile équilibre financier qu'elle commençait à construire s'est effondré, la modération de contenu a presque complètement disparu, les messages à caractère discriminatoire ou conspirationniste ont explosé et l'ergonomie du site est devenue de plus en plus instable, avec des fonctions autrefois gratuites et désormais payantes et des bugs en série. Dans ce contexte où l'oiseau géant est désormais une bête blessée, les vautours sont en train de se rassembler pour dévorer ce qu'il en reste. Le chef de meute, c'est évidemment Facebook, dont le patron, Mark Zuckerberg, a profité du bordel ambiant pour lancer Threads, une copie carbone de Twitter qui n'a pas d'autre vocation que celle de remplacer Twitter en proposant exactement la même expérience pour rafler la mise une fois que l'original aura achevé de s'effondrer. Cerise sur le caca, Threads a vocation à intégrer la technologie du fait divers afin de se rattacher à la multitude de communautés libres qui se sont développées ces dernières années en marge des géants de la tech. Mais qu'est-ce que c'est le fait divers? Est-ce que ça peut valoir le coup de le rejoindre en remplacement de Twitter, Instagram ou encore YouTube? Pourquoi est-ce que Facebook cherche à s'y rattacher et est-ce que c'est une bonne idée? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le fait divers, c'est une collection de centaines, voire de milliers de micro-réseaux sociaux de toute nature. Il y a des sites de microblogging comme Twitter, des sites de partage de vidéos comme YouTube, des réseaux de partage de photos comme Instagram, ou encore des réseaux de critique de livres comme Babelio. Les plus petits de ces réseaux n'ont que quelques membres, parfois il n'y a qu'une seule personne dessus qui a créé le sien juste pour elle-même, et les plus gros comptent un peu plus d'1 million de membres. Mais bon, on est d'accord, un réseau social avec 30 personnes, ça ne va pas très loin. Et c'est là qu'intervient le fait divers, car l'intégralité de ces mini-réseaux sociaux sont conçus pour être intégralement connectés entre eux. Il est donc possible d'échanger des messages, des photos, des vidéos entre tous ces petits réseaux sociaux. Vous pouvez répondre sur votre instance à un message publié sur une autre instance et les gens de l'autre instance verront votre message depuis leur instance. L'intégralité de ces sites internet, qui regroupent à l'heure actuelle plus de 2 millions de personnes tous les mois, forment un grand réseau social appelé le fait divers. Du fait des nombreux scandales sur la récolte illégale des données personnelles des utilisateurs européens par les GAFAM, et plus récemment par le cassage de gueule colossal de Twitter, le fait divers s'est brusquement retrouvé mis en lumière avec un nombre de nouveaux membres qui a dépassé les 10 millions. Ce sont principalement les instances Mastodon qui en ont profité parce que ce sont des alternatives fonctionnelles à Twitter. Et forcément, cette mise en lumière s'est accompagnée de tout un tas de critiques qui n'ont pas tari aujourd'hui. De la même manière que les gens ne connaissant pas Linux sont persuadés que Linux ça ressemble à ça, les gens qui ont vaguement entendu parler du fait divers sont persuadés que ça ressemble à ça. Alors on va débunker ça, mais d'abord, laissez-moi faire le tour des différentes facettes du fait divers. La plus célèbre, et dont j'ai déjà parlé maintes fois sur cette chaîne, c'est évidemment l'alternative à Twitter, Mastodon. Si vous connaissez Twitter, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est sensiblement la même chose, à la différence majeure que votre fil n'est pas géré par un algorithme mais se contente de classer les messages par ordre chronologique. Exactement comme sur Twitter il y a quelques années. Sur Mastodon, vous avez un fil d'abonnement, mais aussi le fil global avec tous les messages postés dans vos langues, et le fil local avec tous les messages postés dans votre instance. Ce dernier est une excellente plus-value parce que si vous avez rejoint une instance thématique, vous aurez des messages en rapport avec cette dernière. Par exemple, en rejoignant l'instance shelter.mo, spécialisée dans les animés, les mangas et la culture populaire japonaise en général, vous aurez des messages qui portent sur les animés, les mangas et la culture populaire japonaise en général. Vous pouvez aussi choisir de ne pas vous faire chier et de rejoindre une instance généraliste comme mastodon.social par exemple. Mastodon, c'est aujourd'hui la plus grosse partie des utilisateurs du fait divers, avec bientôt 14 millions d'inscrits.
Pourtant, la principale critique qui est faite régulièrement à Mastodon, c'est que ce serait vide comparé à Twitter. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que moi, depuis que j'ai appris à l'utiliser, j'ai jamais eu l'impression que ce soit très différent de Twitter. Mais en fait, je pense que la principale différence, à partir du moment où vous avez suivi des comptes, c'est que sur Mastodon, il n'y a pas d'algorithme. Du coup, vous n'êtes pas assailli de 10 000 messages à chaque connexion qui essayent de vous proposer du contenu permanent en fonction de vos centres d'intérêt comme sur TikTok. En d'autres termes, Mastodon n'est pas addictif. Il n'est pas conçu pour créer la dépendance de l'utilisateur. Alors, on peut quand même scroller sur Mastodon, mais c'est beaucoup plus facile de sortir de la boucle que sur TikTok, Instagram ou Twitter. Bon, l'autre raison, c'est que les gens ont tendance à entrer le mot-clé qu'ils cherchent au mauvais endroit, donc petit conseil, si vous cherchez des messages sur un thème précis, allez dans hashtag, tapez dièse, puis entrez le mot-clé que vous cherchez. Là, pour le coup, vous aurez des résultats. Et l'autre raison, c'est que beaucoup de gens souhaiteraient retrouver exactement les gens qu'ils suivent sur Twitter sur Mastodon, ce qui est compliqué, même si vous pouvez toujours retrouver ceux qui ont fait la transition. En revanche, vous pouvez rencontrer des utilisateurs qui parlent des mêmes sujets, et puis si vraiment vous avez besoin d'un compte Twitter, utilisez le site birdsite.makeup qui peut créer des bots automatiques des comptes Twitter que vous aimez juste en entrant leur arrobase. L'utilisation de Mastodon est très simple. Quand vous arrivez sur une instance, commencez par aller dans le fil local et regardez les messages. Suivez les comptes qui vous intéressent, ça vous permettra d'avoir un premier tri. Ensuite, rédigez un message en indiquant hashtag introduction pour vous présenter rapidement, même si c'est absolument pas obligatoire. Et enfin, si vraiment vous savez pas qui suivre, publiez un message public en demandant aux autres de vous recommander des comptes selon vos centres d'intérêt. Vous allez voir que vous aurez vite des suggestions, parce que sur Mastodon, ce sont les utilisateurs qui font l'algorithme. D'ailleurs, je parle que de Mastodon, mais il existe aussi Pleroma comme alternative à Twitter, qui fonctionne exactement sur le même principe, juste un petit peu moins connu, et au passage, vous pouvez communiquer sur Pleroma avec des gens de Mastodon sans aucun problème. Continuons sur les trucs dont j'ai déjà beaucoup parlé ici avec l'alternative à YouTube, Peertube. Développé par les Français de Framasoft, c'est un service de partage de vidéos. Sur les instances Peertube, vous pouvez vous abonner à des chaînes, envoyer des vidéos, faire des lives comme sur Twitch, envoyer et recevoir des j'aime et faire de même avec les commentaires. Bon, après, niveau contenu, là, oui, ok, c'est un peu vide. Il y a quand même beaucoup de choses, mais c'est surtout de la vulgarisation et des let's play. Personnellement, il y a certaines émissions et chaînes que je regarde en priorité sur Peertube, notamment The Linux Experiment, les portraits de Moody et Ospolitique, ou encore Vous avez le droit. Peertube étant rattaché à la fédération, vous pouvez tout à fait suivre un compte Peertube depuis une instance Mastodon, ce qui vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos à chaque fois qu'elles sortent, et si vous répondez au message initial, ça apparaîtra sur Peertube sous la forme d'un commentaire. Quand je vous dis que c'est super pratique. Si vous venez d'Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de PixelFed. Ici, pas de grande subtilité, c'est un décalque d'Insta en bonne et due forme. Vous pouvez y partager des photos et y observer les photos des autres. À noter que vos photos apparaissent dans le fil général et que c'est très simple de faire en sorte que les gens les voient. Le nombre d'utilisateurs de PixelFed un peu moins de 200 000. Plus les 14 millions d'utilisateurs de Mastodon. On va aussi parler d'une proposition que j'ai découverte il y a un petit peu de temps, mais dont je suis bien vite tombée amoureuse, Bookworm. Bookworm, c'est un équivalent à Babelio, un service qui permet de partager ses lectures et d'en réaliser des critiques. Vous pouvez, par exemple, ajouter les livres vous-même si vous ne les trouvez pas. Et encore une fois, c'est connecté au reste de la fédération, ce qui vous permet de suivre les comptes Bookworm, par exemple, depuis votre compte Mastodon. Il y a aussi d'autres alternatives qui existent, mais dont je n'ai pas parlé parce que je les utilise pas suffisamment, comme Funkwhale, qui est un service de partage de musique et de podcasts où vous pouvez trouver une ribambelle de créateurs indépendants, ou encore Castopod, qui est spécialisé dans les podcasts. Et il y a également des blogs. En effet, il existe tout un tas de blogs WordPress qui sont compatibles avec le fait divers, ce qui vous permet de voir chaque nouveau billet apparaître dans votre fil. Et il existe des sites internet qui planifient de se rattacher à la fédération. Hormis Threads, promis on y arrive vite, il y a aussi Tumblr, un réseau social de microblogging fondé en 2007, qui a longtemps été un grand concurrent de Twitter avant de se faire devancer, ce qui ne l'empêche pas de posséder plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs. Comme quoi, les interrogations sur l'arrivée des gros bonnets du web dans la fédération ne datent pas d'hier. Qui dit fédération décentralisée dit aussi modération décentralisée. La modération des gros réseaux sociaux, elle est pourrie, ça on le sait.
des contenus abominables sont laissés à l'air libre, à l'inverse, le moindre bout de nichon peut valoir une censure, etc. Le fait divers a l'avantage de proposer une modération localisée, qui dépend de l'instance sur laquelle vous vous trouvez. Paradoxalement, elle est souvent moins complaisante que celle des GAFAM par rapport au contenu jugé dangereux ou inapproprié. Il y a des instances qui banniront tout contenu à caractère pornographique, d'autres au contraire qui acceptent à bras ouverts les travailleurs du sexe, etc. Bon, après, ça veut aussi dire que la modération dépend de l'instance et qu'une instance peut tout à fait décider d'accepter les contenus terroristes sans que les autres ne puissent intervenir. Et en fait, elles peuvent le faire, mais juste indirectement. Par exemple, il existe une instance appelée Gab, basée sur Mastodon, qui est connue pour être un repère d'extrême droite, accueillant tout ce qui se fait de pire, notamment des militants néofascistes et néo-nazis. Eh ben, Gab a été exclu du fait divers depuis plusieurs années. C'est aussi simple que ça. Si une instance sort des valeurs cardinales du fait divers, il est tout à fait possible que la plupart des autres instances s'accordent pour l'en exclure. Et si une instance déplaît à quelques autres instances, elles peuvent choisir de la bloquer, ou même simplement de la masquer. Et c'est tout l'enjeu du sujet principal du moment dans le fait divers, l'arrivée imminente de Threads qui promet de se fédérer en intégrant le protocole ActivityPub qui est la technologie permettant au fait divers d'exister. Sur le papier, ça voudrait dire qu'on pourrait suivre un compte Threads depuis une instance Mastodon et vice versa. Et sur le papier, encore une fois, l'idée paraît super. Ça permettrait de régler une bonne fois pour toutes l'un des procès le plus souvent fait aux faits divers, le fait qu'il n'y aurait personne. Ce qui est surtout dû au fait que les réseaux sociaux généralistes appliquent la méthode de la prison dorée. Faire en sorte que vous soyez enfermé dans leur service et qu'il soit le plus chiant possible d'aller voir ailleurs, puisque migrer votre compte implique aussi de perdre tous vos contacts. Avec un gros réseau à 100 millions d'utilisateurs intégrés aux faits divers, ce problème n'existerait plus. Oui, mais tout ça vient avec tout un tas de problèmes. Le premier, c'est évidemment l'incompatibilité entre les valeurs de Threads et celles du fait divers. Le fait divers prône un certain nombre de valeurs. Déjà, la liberté d'expression. Et la vraie, pas celle d'Elon Musk qui signifie « t'as le droit de dire des trucs racistes mais pas de me critiquer ». Donc en gros, la possibilité d'exprimer son opinion dans le respect de l'autre et de promouvoir tout un tas de types de contenus sans gêner ceux que ça n'intéresse pas. On rappelle que Threads, c'est Facebook, et que Facebook est extrêmement puritain dans son fonctionnement, comprenez par là que le corps des femmes y est contrôlé, le moindre bout de nichon pouvant vous créer des problèmes. Ensuite, la protection des données des utilisateurs. Le fait divers se caractérise par l'absence totale de collecte de données, alors que pour Threads, c'est le modèle économique, quand bien même, on le voit, ce modèle n'est pas rentable, et toutes les grandes entreprises de la tech sont en train, petit à petit, de galérer de plus en plus à générer des bénéfices. Twitter étant au premier rang puisqu'ils sont en train de s'effondrer. D'ailleurs, l'application Threads est tellement intrusive qu'elle ne peut pour l'instant même pas sortir en Europe, puisqu'elle viole complètement les réglementations européennes en matière de protection des utilisateurs. Ce qui n'empêche pas plein de gens d'essayer de s'y inscrire quand même, et ce qui n'empêche pas plein d'entreprises d'essayer d'y faire leur pub quand même, comme quoi la morale, quand tu peux gagner de l'argent, c'est tout de suite un peu secondaire. Et bien sûr, et non des moindres, la promotion d'un espace de sécurité. Le fait divers se veut être un safe space, en tout cas pour une grande partie de ses instances. C'est pas pour rien qu'énormément de personnes queer ont investi la fédération, histoire de se mettre à l'abri des trolls de Twitter. Concernant Threads, vu la taille du machin et la politique de Facebook en la matière, ce sera sans doute pas pire que Twitter, en même temps difficile de faire pire. J'ai dit difficile, mais ce sera pas incroyable en tout cas. Pour toutes ces raisons, un grand nombre d'instances du fait divers ont d'ores et déjà annoncé leur intention de bloquer Threads à l'instant même où il tentera de se rapprocher de la fédération. Le sujet divise quand même pas mal, vu que par exemple l'équipe fondatrice de Mastodon a annoncé qu'elle, au contraire, soutenait totalement la démarche de Facebook et la considérait comme une grande victoire de ses idées, puisque l'arrivée d'un GAFAM dans le monde de l'interopérabilité prouvait qu'ils avaient raison depuis le début de la promouvoir. Et alors, à titre personnel, j'ai une position un peu intermédiaire. De mon point de vue, il ne faut surtout pas donner blanc-seing à Threads dans leur volonté de rejoindre le fait divers. Il faut surtout pas croire que Threads va adhérer aux valeurs morales du fait divers. Threads, c'est Facebook, donc c'est une entreprise, avec une logique d'entreprise. Leur objectif, c'est avant tout de faire du profit, et s'ils s'intéressent aux faits divers, c'est pour des raisons économiques.
D'une part parce que le fait divers leur permettrait d'avoir d'emblée une communauté d'utilisateurs actifs, et d'autre part parce que la décentralisation des serveurs permettrait à Threads de continuer à générer de gros revenus avec la publicité ciblée et l'exploitation des données personnelles des utilisateurs, tout en diminuant considérablement les coûts de leurs infrastructures. En outre, difficile de ne pas voir planer au-dessus du fait divers l'ombre d'une stratégie des 3 E, Embrace, Extend, Extinguish. Dans un premier temps, Threads rejoint le fait divers et en devient aussitôt l'instance la plus gigantesque. Il devient possible pour des utilisateurs de Mastodon d'interagir avec ceux de Threads et à ceux de Threads d'interagir avec ceux de Mastodon. Mais on se doute qu'entre les quelques millions d'utilisateurs de Mastodon et les dizaines de millions de Threads, ça va surtout aller dans un sens. Dans un second temps, Threads prend une part active au développement du fait divers, mais utilise tout son poids de grosses entreprises multinationales pour orienter ce développement dans le sens de son intérêt. En procédant ainsi, il force les petits acteurs à s'aligner et rend l'intégralité du fait divers dépendante de Threads. Et dans un troisième temps, une fois que l'ensemble du fait divers devient incapable d'exister sans Threads, Threads coupe le contact et repart en solo. Le fait divers connaît une chute brutale de son nombre d'utilisateurs et d'interactions, et les utilisateurs sont pris en otage, rester sur le fait divers en quittant Threads ou rejoindre Threads. La plupart d'entre eux choisiraient logiquement la seconde option et le fait divers ne s'en relèverait pas, ou alors très difficilement. Ça peut paraître farfelu comme prédiction, mais devinez quoi, ça a déjà été fait. La stratégie des 3 E, elle vient pas de moi, c'est Microsoft qui l'a inventée. C'était leur façon de détruire les projets de logiciels libres qui pouvaient leur faire de l'ombre. Elle a aussi été appliquée par Google avec Google Talk qui s'est développé grâce au logiciel libre XMPP, puis l'a lâché de la même façon au début des années 2010. Et plein d'indices laissent à penser que c'est bien l'intention de Threads derrière leur apparente bonne volonté. Déjà, le fait que Threads n'affiche pas la moindre volonté d'adhérer aux valeurs fondatrices du fait divers, mais aussi le fait que rien n'indique que Threads rendra les migrations d'instances possibles. Par exemple, de déplacer son compte Threads vers un compte Mastodon. Au contraire même, à l'heure actuelle, il est extrêmement difficile ne serait-ce que de supprimer un compte Threads. En revanche, je suis d'accord sur un point avec Eugène Rocco, le fondateur de Mastodon qui est plutôt favorable à Threads. Cette volonté de Threads de fissurer sa prison dorée pour adhérer aux faits divers, c'est une grande victoire pour la communauté. En effet, ça prouve que le modèle de l'interopérabilité peut être adopté par les grandes entreprises de la tech. Et en fait, pour moi, c'est pas un problème que Threads se fédère, mais il faut le garder à distance, faire en sorte que Threads soit dans un genre de container, qu'il soit à la rigueur possible de suivre un compte Threads depuis un compte Mastodon, mais que ça n'aille pas plus loin. Et deuxième chose importante, il ne doit surtout pas y avoir que Threads. Il faut que tout le monde accepte l'interopérabilité des services, de sorte que les utilisateurs de Threads ne représentent jamais une écrasante majorité d'utilisateurs du fait divers. Il faut que Threads soit un minimum dépendant du fait divers pour exister, en somme, mais le fait divers ne doit jamais se rendre dépendant de Threads pour exister. En revanche, l'interopérabilité est une bonne chose, et elle devrait même être systématique. Ce serait une très bonne chose que les entreprises de la tech deviennent non plus des gestionnaires de contenu, mais des opérateurs, comme Orange l'est pour Internet ou comme Gmail l'est pour les mails. De cette façon, il deviendrait très simple pour les gens de migrer de l'un à l'autre, et surtout de partir si la politique menée ne leur plaît pas. Aujourd'hui, quand une personne se fait bannir son compte Instagram sans aucune raison, elle recrée un compte Instagram puisqu'elle n'imagine même pas avoir le choix. Avec un système d'interopérabilité totale, si une personne se fait bannir un compte Instagram, elle pourra créer un compte PixelFed, ou autre d'ailleurs, et tout de même pousser les gens d'Instagram à se rabattre sur ce nouveau compte, puisque ce sera possible de suivre un compte PixelFed depuis Instagram. Donc en gros, accepter d'intégrer étroitement Threads dans le fait divers, non. En tout cas, pas sans de solides garanties d'indépendance. Les deux doivent exister en parallèle, mais Threads ne doit surtout pas se greffer sur le fait divers comme un champignon vénéneux. En revanche, que Threads rende possible un monde fait de réseaux sociaux interopérables, ce serait un excellent pas en avant vers un internet plus sain. Et en attendant, j'ai envie de dire que si vous avez l'énergie de prendre un VPN pour vous créer un compte Threads, utilisez-la plutôt pour créer un compte Mastodon et rejoignez-nous sur le fait divers. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!